pour vous montrer cette image. Donc, c'est une IRM d'un utérus impubère. Vous voyez le col qui est pareil, voire un petit peu plus épais que le corps utérin, qui est très peu développé. Donc ça, c'est juste le schéma. Donc le nouveau-né avec une ligne cavitaire donc bien imprégnée par les œstrogènes et la progestérone de la mère. L'aspect en goutte de l'utérus prépubère avec le col qui est bien plus épais que le corps. Là, les œstrogènes qui commencent à être sécrétés, le corps qui augmente et enfin l'aspect en fin de puberté. Donc, voici le premier cas clinique. C'est une patiente de 5 ans qui a un développement harmonieux des caractères sexuels secondaires, une accélération de la vitesse de croissance et une avance de l'âge osseux. Le stradiol et la LH sont augmentés. Donc, je vous laisse regarder. Donc, c'est une échographie par voie suspubienne. Donc, je vous montre juste deux plans. Donc, lorsque vous faites l'échographie, il faut bien faire les coupes, avoir les deux ovaires. Le mieux, c'est de les avoir dans les 3 plans et de prendre la taille de leur plus grand axe. Et ensuite, l'utérus, il faut avoir au moins un plan transversal et un plan sagittal comme celui-ci avec toute la longueur. Donc, est-ce que déjà vous avez une idée quand vous voyez ça? Elle a 5 ans, la petite fille. Je ne sais pas s'il y a des gens qui répondent, Aurélien. Non? D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut voir tout de suite, c'est que cette petite fille, elle a une puberté précoce. C'est ça. C'est pas une pseudo-puberté précoce. Il y a une imprégnation hormonale des organes utéro-annexiels et des ovaires. En fait, les critères qui sont à connaître, c'est un utérus qui fait plus de 3,5 cm. Donc là, il était à 4 cm. Une ligne cavitaire qui est visible tout le long de l'utérus. Donc là, vous voyez bien la cavité endométriale qui est hyper échogène par rapport au myomètre. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est un rapport corps-col supérieur à 1. Donc, en fait, un corps qui devient plus épais que le col. Et enfin, un dernier critère, c'est un ovaire qui est supérieur à 25 mm de grand axe. Donc, il faut prendre le plus grand axe de l'ovaire. Ensuite, il y a, comme là, vous voyez, il y a des petits follicules qui commencent. Il peut y avoir même un aspect multikystique, voire un aspect de SOPK, ce qui est normal parce qu'au début d'une puberté, en fait, les cycles sont anovulatoires comme pour les patientes qui ont un SOPK. Donc, ça peut être des ovaires multifolliculaires. Donc ça, il ne faut pas trop s'en soucier. Donc, une puberté précoce, c'est une apparition des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire les seins et la pilosité pubienne, 8 ans chez la fille et 10 ans chez le garçon. Là, je vous rappelle juste du coup les 4 critères à connaître. L'autre chose aussi à l'échographie, c'est devant une puberté précoce, bien évidemment, il faut aller rechercher les causes. Donc, la cause dans le pelvis, c'est rechercher une tumeur ovarienne, notamment la granulosa. Donc, la puberté précoce, juste un petit rappel, il y a deux causes. La centrale qui est beaucoup plus fréquente, notamment chez les filles. Dans la majorité des cas, ce sera idiopathique. Souvent, c'est des tumeurs du système nerveux central. Donc, elles auront une IRM cérébrale. Et la première cause, c'est l'amartome qui est bénin au niveau de l'hypophyse. Généralement, le développement pubertaire est harmonieux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les seins et la pilosité pubienne. Pour la puberté précoce périphérique, elle est beaucoup plus rare. Il y a des tumeurs ovariennes ou des tumeurs surrénaliennes. Donc là, c'est un développement qui pubertaire disharmonieux. Les tumeurs ovariennes vont plutôt sécréter des œstrogènes, donc avec en 1 la granulosa, et les tumeurs surrénaliennes vont plutôt sécréter des androgènes. Donc il faut éliminer absolument le corticosurrénalome qui a un pronostic très défavorable. Étant donné que les tumeurs surrénaliennes sécrètent des androgènes, ce sera d'abord des pilosités pubiennes qui vont être au premier plan, et pour les tumeurs ovariennes, ce sera d'abord les seins qui vont se développer, d'où le développement pubertaire disharmonieux. Je ne sais pas comment on coupe. Voilà le deuxième cas, une patiente de 16 ans qui est adressée pour aménorrhée primaire non douloureuse. Je vous laisse regarder, donc c'est uniquement des séquences T2. Je ne sais pas si déjà quelqu'un a une idée du diagnostic. C'est une girafe. Ah, c'est très bien, mais c'est pas ça. Mais effectivement, c'est le diagnostic différentiel.
Alors, effectivement, on peut penser au Rikitansky parce que c'est une malformation. On a là, vous voyez, il n'y a pas d'utérus. Bon, là, on a une cupule quand même vaginale qu'on voit se dessiner là en hyposignal T2. Il n'y a pas de trompe, mais contrairement au Rikitansky, il n'y a pas d'ovaire. Normalement, elle développe des ovaires avec des follicules qui sont normaux comme chez toutes les patientes de 16 ans. Ici, au contraire, là, si on regarde bien, on remarque des petites formes, des formations qui sont ovalaires, donc une en fossette, dans la fossette ovarienne gauche, et là en droite, pardon, et là en fausse iliaque gauche. Ouais, bravo. C'est effectivement un testicule féminisant, un syndrome d'hypersensibilité aux androgènes. On dit plus testicule féminisant. Mais effectivement, en fait, ça, ces formations qui sont afolliculaires, donc ce ne sont pas des ovaires, sont des testicules. Et donc, c'est en signal T2 intermédiaire, ça se rehausse progressivement si on l'injecte. Le syndrome d'insensibilité aux androgènes, donc à l'IRM ou au bilan morphologique, c'est une agénésie qui est utérine, tubaire et des 2/3 supérieurs du vagin. Donc en fait, c'est une agénésie des canaux mullériens. Le tiers inférieur du vagin et la vulve et les organes génitaux externes de la femme, eux, dépendent pas des canaux mullériens. Donc eux, ils se développent normalement. Il n'y a pas d'ovaire, mais il y a des formations, donc les testicules. Attention à l'ectopie testiculaire, elle peut se retrouver, comme vous l'avez vu, en fosse iliaque gauche, mais aussi parfois dans la lèvre, etc. Donc il faut savoir aller les rechercher beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut. Et donc elles ont un sur-risque de cancérisation. En fait, c'est une discordance caryo-phénotypique, c'est-à-dire qu'on a un phénotype féminin, c'est-à-dire souvent c'est des femmes qui sont d'ailleurs très belles, très grandes et très minces, avec des seins et une vulve, hein, voilà, pas de testicules extériorisés ou de pénis, mais elles ont un cariotype masculin, donc elles sont XY. En fait, il y a une différenciation gonadique normale en testicules, mais une insensibilité aux androgènes. Donc, elle ne va pas développer les caractères sexuels secondaires des hommes. Donc, le contexte clinique, c'est toujours suspecté devant une aménorrhée primaire non douloureuse. On fait la morphologie, donc l'IRM, on fait le cariotype et c'est un cariotype masculin. Le diagnostic différentiel, c'est comme vous l'avez dit, le syndrome de Rokitansky. Là, c'est une hypoplasie ou une aplasie canalaire bilatérale des canaux de Müller. Donc, on a, comme dans le testicule féminisant, une agénésie utérine des trompes et du 2/3 supérieur du vagin, mais il existe des ovaires normaux et fonctionnels, et on leur fait leur cariotype qui est XX. Pour le syndrome de Rokitansky, il faut absolument regarder et faire donc des coupes astes sur les reins pour rechercher des malformations qui sont quand même là dans 25% des cas. Juste un petit rappel sur les aménorrhées primaires. Donc, existe-t-il, la première question à se poser, donc c'est existe-t-il des caractères sexuels secondaires? Oui, on pense d'abord aux malformations. Donc, la question à poser, c'est est-ce qu'elles ont mal tous les mois? Non, donc c'est plutôt syndrome de Rokitansky et d'insensibilité aux androgènes. Elles ont pas d'utérus. Oui, elles ont un utérus, c'est quelque chose qui fonctionne, mais le sang n'arrive pas à s'évacuer. C'est plus une imperforation de l'hymen, atrésie vaginale distale et septum vaginal. Mais ça, généralement, les gynécos l'ont vu à l'examen clinique. S'il n'y a pas de développement des caractères secondaires, il peut s'agir d'un retard pubertaire simple s'il n'y a pas de sésamoïde du pouce. Sinon, il faut doser la FSH-LH. S'ils sont élevés, donc c'est une cause périphérique et un syndrome de Turner. Si ce n'est pas élevé ou s'ils sont normaux, c'est plutôt une cause centrale, donc hypophysaire. Donc ça, c'est un exemple avec un fort hématocolpos lié à une atrésie vaginale distale. Donc là, on a un niveau de sang et un hypersignal en T2. Elle a été opérée et ça s'est résolu. Il y a une petite lame d'hématométrie. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? En période de reproductive. Donc, on passe à la deuxième période de la femme. Donc, la puberté est faite et on a un endomètre qui est devenu fonctionnel. Donc, l'endomètre, il y a deux couches. Une basale qui ne change pas, qui reste stable le long du cycle, et une couche qui est fonctionnelle, qui, elle, va s'épaissir lors de la phase lutéale et puis va être élaguée lors des règles.
Comme vous le savez tous, bien sûr, ça dépend des hormones, des œstrogènes et de la progestérone. Donc, on a une première phase folliculaire avec un épaississement progressif de l'endomètre lié à l'élévation des œstrogènes, le pic de LH avec l'ovulation, puis le corps jaune qui se forme, qui lui sécrète de la progestérone. Et il y a alors la phase lutéale avec une décidualisation de l'endomètre qui se prépare à accepter le blastocyte pour l'anidation. Voilà les diverses modifications histologiques au cours du cycle. Donc, en fait, c'est surtout donc, la couche fonctionnelle qui se modifie avec le chorion cytogène qui se remplit de glycogène. Donc, on parle de décidualisation. Il faut absolument connaître, notamment en échographie, les diverses morphologies de l'endomètre au cours du cycle. Donc, le premier jour des règles, donc on a une atrophie de l'endomètre. Là, vous voyez, l'endomètre, il est hyper échogène. On voit les deux petites bandes. Et au milieu, on a du sang. En cas de doute, vous mettez le Doppler pour vérifier que ce ne soit pas un polype ou autre chose. En phase proliférative, il s'épaissit progressivement. On a un endomètre avec au centre une lame hyper échogène, puis hypo de part et d'autre. En phase périovulatoire, on a l'aspect en cible, puis un épaississement progressif échogène centripète qui devient la phase sécrétoire. À connaître aussi, c'est les valeurs. Donc, une femme ménopausée doit avoir un endomètre inférieur à 5 et on accepte pour une femme en âge de procréer un endomètre jusqu'à 16 mm. Si vous êtes en fin de cycle, que vous faites l'écho et que vous avez un doute qu'elle est à 17, 18, il faut redemander une échographie à J4. Comme ça, vous êtes sûr si c'est un véritable épaississement ou juste une fin de cycle. En IRM, donc ça c'est l'endomètre normal, donc qui est en hypersignane. On a l'IRM en T2 est très bien parce qu'on a une belle anatomie zonale. L'endomètre avec ici la zone jonctionnelle, donc le myomètre interne en hyposignal et le myomètre externe en signal T2 intermédiaire. L'endomètre, il faut savoir qu'il est en hypersignal diffusion, donc c'est absolument pas discriminatif pour dire c'est bénin ou malin la diffusion. Et on a un ADC qui change en fonction pendant le cycle, environ à 1,3 en phase folliculaire, 1,4, 1,5 en phase lutéale. Donc, troisième cas, c'est une patiente de 45 ans, obèse, non ménopausée. Elle saigne entre ses règles, sa récidive. Donc, je vous laisse regarder l'échographie. Ça arrive assez régulièrement. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des idées. Non, pas trop. Donc, on a un endomètre qui est épaissi, donc qui fait à 19, donc plus de 16. Elle est non ménopausée. On met le Doppler, ce n'est pas vraiment vascularisé. Donc là, déjà, il faut se dire, est-ce que c'est plutôt bénin, est-ce que c'est plutôt malin? Donc, pour ça, il y a des critères qui sont échographiques et à l'IRM. Le fait que ce soit déjà diffus et plutôt homogène, qu'on a des contours réguliers. Là, on voit l'interface entre l'endomètre et le myomètre qui est régulière. Donc ça, c'est des critères en faveur de la bénignité. Le fait aussi que ce soit pas vascularisé, ça c'est très en faveur de bénignité. Et donc, chez cette patiente obèse, normalement, on ne doit pas du tout réaliser d'IRM, hein, d'autant plus que là, on n'avait pas des critères très inquiétants à l'écho, mais c'est juste pour vous montrer les images. On a des petits microkystes au niveau de l'endomètre, ici, un hypersignal de diffusion qui n'est pas discriminative, mais un ADC qui a 1,4, qui est quand même relativement élevé. Donc, en fait, tout ça, c'est des critères plutôt en faveur d'une bénignité. Donc, on est dans le cas d'une hypertrophie endométriale d'allure bénigne. Donc, le premier message à retenir, c'est qu'il n'y a absolument aucun critère d'imagerie qui peut différencier une hypertrophie simple, complexe ou atypique. Donc, une femme qui saigne et qui a un épaississement, il faut faire un contrôle histologique. Donc, elle va avoir droit à son hystéroscopie avec des biopsies. L'hypertrophie endométriale, c'est une prolifération qui est anormale, qui est quasiment tout le temps diffuse, rarement focale, qui est non carcinomateuse. Elle est liée à une hyperœstrogénie relative. Elle est chez la femme ménopausée, mais aussi non ménopausée, souvent liée à une obésité, SOPK ou tamoxifène. Cliniquement, c'est des patientes qui vont pas mal saigner. Donc, juste pour rappeler, les critères en faveur d'une bénignité, c'est un épaississement qui est régulier, qui est homogène. Il peut y avoir des microkystes, qui est une interface entre l'endomètre et le myomètre régulière, et un ADC qui a au moins 1,4
10 puissance moins 3. On a des cancers endométriaux qui peuvent avoir des ADC à 1,2, 1,11. Donc vraiment, le cut-off, c'est 1,4 pour être vraiment rassurant. Juste pour rappel, l'hyperplasie, c'est le précurseur du carcinome endométrioïde. À la biopsie, quand on a de l'hyperplasie avec atypie, dans un tiers des cas, il y a une sous-estimation et on a un carcinome endométrioïde associé. Donc, quatrième cas, c'est une patiente de 42 ans qui est sous Tamox à cause d'un cancer du sein et elle n'a pas de symptômes, mais on fait une surveillance annuelle. Alors là, c'est assez caricatural, c'est pour ça que je vous le montre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui répondent, pas trop. Donc en fait, on a un épaississement de l'endomètre. C'est ça. On a en fait, c'est pas une hyperplasie parce que c'est une atrophie de l'endomètre. C'est pas du tout le même mécanisme que la dame précédente. On dit que c'est une atrophie kystique de l'endomètre. Donc en fait, on a effectivement un épaississement de l'endomètre qui est à 20, un aspect qui est polymicrokystique, des contours réguliers et l'absence de Doppler. Donc il faut savoir que les nouvelles recommandations sous tamoxifène, c'est faire une échographie avant la mise sous traitement et si elle a des saignements. Il ne faut absolument pas faire d'échographie annuelle de surveillance, même si c'est quand même encore très demandé parce qu'on se retrouve avec des images comme ça, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est en fait une atrophie qui est liée au tamoxifène, c'est assez banal. Et cette patiente-là, en fait, elle n'était pas du tout symptomatique. Donc, les gynécos n'ont rien fait, on a juste surveillé à l'échographie. Par contre, une patiente qui saigne, qui est sous tamoxifène et qui a un endomètre qui fait plus de 5 mm ou qui est épais beaucoup plus, là, par contre, le fait qu'elle ait des saignements, on va faire des biopsies. Donc, un petit rappel sur le tamoxifène, il a un effet agoniste œstrogénique sur l'endomètre. Donc, il provoque une atrophie endométriale plus ou moins kystique avec un espèce de pseudo-épaississement comme vous l'avez vu. Il va faire des polypes endométriaux, il va réactiver l'adénomiose et il va y avoir une augmentation de la taille des myomes. Et donc, c'est un facteur de risque, la prise de tamoxifène, d'un cancer de l'endomètre, d'un carcinome endométrioïde. Voilà, je ne sais pas si Aurélien note les questions s'il y en a là. Okay. Donc là, on attaque donc la troisième partie, la grossesse et le postpartum, avec d'abord les aspects normaux. Alors, lors d'une grossesse, donc le blastocyte, au bout de 4 jours, va nider au niveau de l'endomètre et va créer une réaction immunologique locale avec un afflux de lymphocytes et une hypervascularisation, puis une réaction des cellules du stroma. Donc, en fait, ça va être une réaction déciduale, mais une super réaction déciduale, comme lors de la phase lutéale de tout à l'heure, mais qui va être accentuée par la sécrétion très accrue de progestérone liée notamment au corps jaune qui persiste. Donc, on va avoir un épaississement au tout début, donc on ne voit pas encore le sac, un fort épaississement de l'endomètre qui est hyper échogène. Donc, on appelle ça un endomètre décidualisé. Ensuite, arrive le sac gestationnel vers 5 à 6 semaines d'aménorrhée. Donc, il ne faut pas le confondre avec des kystes déciduaux ou un pseudosac. Un pseudosac, c'est juste une lame d'hématométrie ou liquidienne intracavitaire. Les kystes déciduaux, c'est lié c'est des petites glandes de l'endomètre qui se sont gorgées de glycogène. Le sac gestationnel, il doit être endométrial, excentré. Il a une couronne qui est hyper échogène, il est unique et si vous mettez le Doppler, il est hyper vasculaire. Puis après la 6e semaine, on a l'apparition du sac vitellin, puis de l'embryon. Donc voici ici un petit sac gestationnel. Donc là, vous voyez déjà un endomètre très épais qui est décidualisé. Là, un sac gestationnel avec la couronne ici en hyper échogène. Un sac qui est bien tonique, là, contrairement à l'œuf clair ou le pseudo-sac, qui lui est atonique. Il est quand même un peu excentré par rapport à la cavité. Dans votre conclusion, si vous êtes amené à faire des datations de grossesse, il y a 3 conclusions possibles. Soit c'est une grossesse de localisation indéterminée. Vous ne pouvez pas parler de grossesse intra-utérine tant que vous n'avez pas un sac gestationnel avec une vésicule vitelline. Ça, c'est une vésicule vitelline, c'est ce petit truc ici.
C'est ça. Tant que vous n'avez pas le sac et la vésicule, vous ne pouvez pas parler de grossesse intra-utérine. Vous dites une grossesse de localisation indéterminée. Il faut l'envoyer chez la gynéco et lui faire une cinétique de bêta et une échographie dans 48 heures. Donc, si vous avez cet aspect-là, effectivement, vous dites, bah, ça a l'air quand même d'être intra-utérin, mais tant qu'il n'y a pas la vésicule utérine, je ne suis pas sûre, vous l'envoyez chez le gynéco. Ensuite, donc, on peut parler de grossesse intra-utérine, soit d'évolutivité indéterminée ou évolutive. D'évolutivité indéterminée, c'est quand on n'a pas encore un embryon avec une activité cardiaque. Dès qu'on a un embryon avec une activité cardiaque, on peut dire une grossesse intra-utérine évolutive. Donc, cas clinique 5, donc c'est assez facile. C'est une patiente de 38 ans qui arrive avec des métrorragies et une masse pelvienne à la palpation. Les ACG sont à 100 000. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont Maul. Ouais, parfait. Donc effectivement, c'est une mole. Donc là, l'IRM, c'est juste pour vous montrer des belles images, mais il n'y a aucun intérêt en pratique à faire une IRM quand on a, parce que le diagnostic, il est échographique. Donc en fait, c'est l'aspect de tempête de neige là qu'on nous fait apprendre à l'ECN. En fait, c'est des grosses masses endométriales qui sont régulières, qui sont hyper échogènes et micro ou macro polykystiques et faiblement vascularisées. Là, vous voyez, c'est en hypersignal T2, c'est très kystique. Et ici, il y a une faible vascularisation. Les contours, ils sont réguliers. Il n'y a pas de signe d'envahissement du myomètre. Pour être sûr d'une mole, il y a 3 signes négatifs. Il ne doit pas y avoir d'invasion du myomètre, pas d'hypervascularisation et pas de malformation artério-veineuse. C'est très important parce que s'il y a ces critères-là, on part soit sur une mole invasive, soit sur des tumeurs trophoblastiques qui sont malignes. La mole, c'est une dégénérescence bénigne kystique du trophoblaste liée à la fécondation d'un ovocyte vide. Généralement, c'est des patientes qui ont des signes de grossesse exacerbés avec des masses intra-utérines, beaucoup de vomissements, des métrorragies, un utérus qui est beaucoup trop volumineux pour le terme. Et il y a une augmentation importante des HCG, au moins à 100 000. Le traitement, ce sera aspiration-curetage, ce contrôle échographique, puis une surveillance tous les mois jusqu'à normalisation de l'HCG et une pilule œstroprogestative pendant au moins 1 an. La grande complication des moles, la peur, c'est d'avoir en fait une tumeur trophoblastique gestationnelle qui se développe derrière. Donc, l'OMS classifie les maladies trophoblastiques en 2. Soit il y a des villosités cordiales, donc on parle de lésions molaires. Donc, on a la molydatiforme, donc bénigne, ou la mole invasive qui est maligne, ou les lésions non molaires qui n'ont pas de villosité cordiale, avec surtout le choriocarcinome. Le reste, c'est vraiment des raretés, donc oubliez-les. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, c'est des tumeurs malignes donc qui sont dérivées du trophoblaste. Il faut les prendre dans un centre de référence. Donc, ce qu'il faut appeler, c'est le CHU de Lyon, ce sont la référence française. Dans la majorité des cas, elles surviennent et on les suspecte lors de la surveillance des HCV devant une réascension après une molydatiforme. Il faut aussi penser devant des métrorragies inexpliquées après soit une IVG, un avortement spontané, une grossesse ectopique. C'est des tumeurs qui ont une double composante, qui est tumorale et vasculaire, qui peut évoluer de façon synchrone ou décalée. C'est-à-dire qu'il y a la partie tumorale, donc ce qui est une masse qui est nécrotique, hémorragique, très hétérogène, qui est endomyométriale généralement, et une composante vasculaire liée au trophoblaste qui est très très vasculaire, la tumeur va former des malformations artério-veineuses, donc il va y avoir un shunt entre les veines et les artères. Ce shunt et cette malformation peut apparaître après traitement. Donc à l'échographie, on a une masse comme ça qui est hétérogène, un peu hyperéchogène, qui est mal limitée, qui va envahir le myomètre, qui va être hypervasculaire quand on met le Doppler. Et au Doppler pulsé, on voit des vitesses maximales qui sont à au moins 1 mètre seconde, donc ils font suspecter une malformation artério-veineuse. Vous faites l'angio-IRM et là, vous voyez une opacification précoce de la veine gonadique au niveau de la MAV qui signe donc
c'est pathognomonique d'une MAV, parce que vous voyez, ça signe le fait qu'il y ait vraiment ce retour et ce shunt entre la veine. Il n'y a plus de lit capillaire en fait entre les veines et l'artère gonadique. Donc ici, une masse qui est très hétérogène, l'envahissement du myomètre. Et là, vous voyez les flow void qui sont des vides de signal en T2. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur les maladies trophoblastiques. Ce qu'il faut vraiment connaître, c'est l'aspect de MOL, hein. Ça, c'est assez typique et le reste, c'est quand même des raretés et c'est dans des centres de référence. Celle-là, il a une question précise. Celle-là, c'est pour ça, je pense. Bon. Vous avez une question? Non, ok. Tant pis, oh merde, vous avez vu. Donc, cas clinique 6. Donc, une patiente de 20 ans, IVG avec curetage, 7 semaines d'aménorrhée, elle continue à saigner. Vous avez un diagnostic. Donc là, c'est l'échographie. Vous n'avez pas de... Effectivement. Ouais. Bah, bravo, donc c'est les 3 diagnostics différentiels qu'il faut évoquer. Je vous aide un peu, les HCG sont à 150. Donc ça fait plutôt en fait rétention trophoblastique. Donc effectivement, on a une masse endomyométriale ici qui est hétérogène. On met le Doppler, c'est très très vasculaire. Déjà, là, l'argument contre une malformation artério-veineuse ou un anévrisme cirrhoïde, c'est le fait que les vitesses soient à 50 cm/s. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour les MAV, que ce soit lié après des curetages ou après des maladies, des tumeurs trophoblastiques, les vitesses systoliques maximales, elles sont à au moins 1 mètre seconde, donc beaucoup plus élevées. Là, c'est du trophoblaste, donc c'est extrêmement vascularisé, mais c'est moins vascularisé quand même qu'une MAV. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait qu'il y ait toujours des HCG qui persistent, qui sont à 150, qui stagnent, c'est le fait qu'il y ait encore une rétention et du trophoblaste dans l'utérus. Donc, c'est un aspect qu'il faut connaître. C'est après une fausse couche ou un avortement, il y a des saignements qui persistent et une stagnation du taux d'HCG. On fait l'échographie et on fait le diagnostic. Et le traitement, c'est voilà, donc ça c'est une image de rétention trophoblastique et va se faire sous hystéroscopie. Ils vont aller cureter et enlever ce qui reste, voire faire une aspiration qui est un peu plus traumatique. Donc les 3 diagnostics, vous les avez dit, c'est la rétention, la tumeur gestationnelle. Donc là, ce qui allait contre, c'était quand même les HCG qui étaient à 150. Puis aussi le contexte, on est juste après une IVG. Et voilà. Et donc il y avait aussi l'absence de MAV, donc l'absence d'argument pour une MAV associée à une maladie gesta. Donc voici juste une petite image d'un anévrisme cirrhoïde. Pour rappel, anévrisme cirrhoïde, c'est une MAV qui est intramyométriale. Ça veut juste dire ça. Mais MAV et anévrisme cirrhoïde, c'est la même chose. Donc voilà. Donc là, on a une masse qui, vous voyez, qui est une sorte d'éponge avec des petits ici, des vaisseaux, donc soit des images, des petites lacunes où ce sera peut-être serpigineux au Doppler à l'échographie 2D. Et là, dès qu'on met le Doppler, c'est vraiment très vascularisé avec un fort aliasing et des vitesses systoliques qui sont quand même plus élevées à 1 mètre seconde. Si vous avez un doute entre une rétention trophoblastique et une MAV, vous pouvez demander une IRM avec des séquences angio-IRM pour revoir, comme tout à l'heure, un reflux précoce au niveau de la veine gonadique qui vous permettra de dire avec certitude, effectivement, on a une MAV. L'anévrisme cirrhoïde ou la MAV, c'est généralement pas après un seul curetage, hein, c'est plutôt des femmes qui ont des IVG à répétition avec plusieurs aspirations. C'est rarement après une seule opération. Voilà. Pour ça, non, c'est plutôt IRM. Sauf si vous n'avez pas, vous faites une angioscan et je pense que vous voyez aussi vous voyez l'opacification précoce dans la veine gonadique. Je pense qu'on a les mêmes images hein, si on fait.
Il veut dire quoi? Après l'hystéro et qu'on est enlevé? Alors, après l'hystéro, on refait une écho un mois après les prochaines règles. Et on surveille les HCG. Et l'échographie après l'IVG, etc. Donc après, je crois, l'IVG, c'est uniquement si les HCG stagnent ou si elles continuent à saigner. Et pour la fausse couche, c'est pareil. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vous demande fréquemment, hein, et donc, c'est une image à avoir en tête. Et pas oublier de mettre le Doppler et d'évaluer, de mettre les vitesses pour différencier la MAV de la rétention trophoblastique, parce que c'est pas le même traitement. Il y en a un qui va se faire potentiellement emboliser, pas l'autre. Donc, ils peuvent vous en vouloir si vous dites que c'est une rétention, hein. Ah bah, une MAV, c'est juste une anomalie. Il n'y a pas la masse de tout à l'heure. On n'a pas de masse. On a juste peut-être une petite masse avec un aspect en nid d'abeille ou des lacunes ou des formations tubulées. Mais on n'a pas la grosse masse de tout à l'heure. Et l'autre chose aussi, c'est quand même les HCG, hein. Ils sont à plus de 100 000 dans les tumeurs trophoblastiques. Les MAV, ils sont négatifs. Voilà. Donc, il n'y a pas de masse et c'est les HCG, c'est les deux critères. Mais du coup, vous pouvez quand même avoir une MAV surajoutée sur une tumeur trophoblastique, hein. Donc, on continue l'endomètre et la ménopause. Donc, à la ménopause, on n'a plus d'œstrogène. Donc, l'utérus s'atrophie, l'endomètre aussi. Il mesure moins de 5 mm normalement. Alors, attention, j'ai dit tout à l'heure, effectivement, quand ça faisait plus de 5 mm, c'était épais. On fait des biopsies uniquement en fait si elles ont des saignements. On peut tolérer un endomètre à 11 mm chez une femme ménopausée si elle ne saigne pas. Les gynécos vont pas aller faire l'hystéro avec les biopsies. Ils vont juste demander une surveillance échographique. Si elle saigne, le cutoff il est à 5 mm, qu'elle ait ou pas un traitement hormonal de la ménopause. Souvent en PMA ou pour confirmer ou pas une ménopause, on peut vous demander les Doppler des artères utérines. Donc, on fait ça. Donc, vous avez un spectre avec une diastole nulle et une haute résistance. Donc, cas clinique 7. Donc, c'est là une patiente de 55 ans ménopausée qui saigne. Donc, ça, c'est un diagnostic qui est facile. Je vous laisse regarder l'écho. Bon, les images les plus importantes, c'est celles-là, hein, ces deux-là. Non, ça. C'est parce que j'ai dit que c'était facile. Donc, je vous. Comment? Ok, bon, ah oui, oui, c'est un polype. Effectivement, on a, bon, j'ai pas donné la taille, mais on a un épaississement au niveau de l'endomètre. Là, vous voyez la ligne cavitaire qui est rompue. Donc, ça fait plus déjà une masse, contrairement à l'hypertrophie de tout à l'heure. Attention, la différence, elle n'est pas forcément évidente. Polype vs hypertrophie ou épaississement diffus de l'endomètre, notamment quand les polypes sont énormes. L'élément fondamental pour diagnostiquer un polype à l'échographie, c'est là le petit pédicule vasculaire central qu'il n'y a pas dans l'hyperplasie. L'hyperplasie, peut y avoir des petites stries, enfin des petits un Doppler un peu radiaire en périphérie, mais il n'y aura pas ce beau pédicule central au niveau du polype. C'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est généralement chez la femme qui est ménopausée. C'est lié, pareil, à une hyperœstrogénie relative. Donc, c'est une masse qui est endocavitaire, qui est hyper échogène, qui a des contours lisses et réguliers. Si vous vous amusez à faire une IRM, il y aura une faible restriction de l'ADC, qui sont généralement élevés à 1,3, 1,4, et un rehaussement qui est plus intense que pour les lésions malignes. Vous pouvez même voir, si vous faites des dynamiques, le pédicule vasculaire. Donc, c'est l'élément fondamental, c'est vraiment ça qu'il faut retrouver à l'échographie. Et donc, comme toute lésion bénigne, il y a une intégrité en fait du myomètre avec une interface endomètre-myomètre régulière. Le diagnostic différentiel, c'est le myome intracavitaire FIGO 0. La différence entre les deux, c'est donc le polype, lui, sera plutôt hyper échogène, oblongue,
il y a le pédicule vasculaire. Le myome, lui, sera beaucoup plus rond, il sera hypoécogène et il aura une vascularisation en encorbellement. Le polype, vu qu'il est hyperécogène, il se voit beaucoup mieux en début de cycle. Si elle n'est pas ménopausée, vous redemandez, si vous avez un doute, de refaire l'échographie à J4. Si par contre, vous suspectez plutôt un myome, on le voit mieux vu qu'il est hypoécogène et qu'elle n'est pas ménopausée. Faites-le en fin de cycle à la phase lutéale quand on a un gros endomètre qui est bien épais, bien hyperécogène. Voilà, donc on continue. Donc c'est une patiente de 68 ans. Donc on arrive bientôt à la fin. Donc 68 ans, qui a des métrorragies post-ménopausique, elle est obèse et elle n'a pas de traitement hormonal. Donc je vous laisse regarder l'IRM. Bon, normalement, on avait un épaississement. Normalement, on doit d'abord faire l'histologie et puis après demander l'IRM. J'imagine que vous... Comment? Néo? Tout à fait, on a un cancer de l'endomètre. Donc là, on a quand même une masse qui est endométriale. Ici, vous voyez la rétention de liquide qui d'ailleurs ne se rehausse pas sur les séquences injectées. On a un signal T2 qui est intermédiaire, qui est hétérogène. On voit clairement une interruption entre l'endomètre et le myomètre avec un envahissement assez important du myomètre. Un ADC, bon, je ne vous ai pas montré ADC, mais un hypersignal diffusion avec un ADC qui est quand même beaucoup plus bas que l'hyperplasie tout à l'heure et un rehaussement par rapport au myomètre qui est négatif. Juste un petit point aussi, pour les lésions bénignes, ce qui peut aussi vous aider, c'est le rehaussement qui est quand même un peu plus marqué et plus artériel que les lésions malignes de l'endomètre. Mais bon, ça ne suffit pas pour éviter une biopsie. Donc là, on avait effectivement un carcinome endométrioïde, je crois, de type 1, avec une invasion de plus de 50% du myomètre. Donc devant des métrorragies post-ménopausiques, on fait toujours l'échographie pelvienne. Si on a un endomètre d'au moins 5 mm, alors on fait l'hystéroscopie et des biopsies, puis après l'IRM et le scan TAP. Si par contre il fait moins de 5 mm, on va plutôt rechercher les diagnostics différentiels. La majorité des cancers au niveau de l'endomètre sont épithéliaux. Il peut aussi venir du tissu conjonctif, donc du chorion, enfin du stroma. Ils peuvent être mixtes, comme par exemple le carcinosarcome, qui lui est à la fois épithélial et du tissu conjonctif, ou juste du tissu conjonctif, comme le sarcome du stroma endométrial. La majorité sont bien sûr épithéliales, et vous le connaissez, c'est l'adénocarcinome en 1 endométrioïde, qui est le type 1 et le plus fréquent. Le carcinome endométrial, c'est quand même une tumeur qui est très fréquente. C'est le deuxième cancer gynécologique après le sein. Les facteurs de risque, c'est l'hyperoestrogénie, donc l'obésité, le SOPK, diabète, le tamoxifène. Devant un cancer de l'endomètre avant l'âge de 50 ans, il faudra toujours dépister un syndrome de HNPCC. Donc, le carcinome le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome endométrioïde, qui a plusieurs grades, donc de 1 à 3, donc qui est le carcinome de type 1. Ensuite, on a les autres carcinomes de type 2 qui sont plus rares et qui sont plus agressifs. Le carcinome séreux à cellules claires ou le carcinosarcome. Donc, comme je le rappelle, le carcinosarcome, c'est à la fois épithélial et à la fois provenant du tissu conjonctif. Il y a 2 carcinogenèses. Donc, pour le carcinome endométrial, c'est l'hyperplasie qui donne des carcinomes endométrioïdes ou l'atrophie ou surpolype qui donne des carcinomes séreux. Le protocole devant une suspicion ou un diagnostic avéré de carcinome endométrial, c'est au moins 3 plans T2, donc axial et sagittal, et un oblique qui est perpendiculaire au corps en coupe fine. Ça, c'est très important, c'est pour l'envahissement du myomètre. Des séquences pondérées diffusion, donc grand champ, pour notamment l'extension extra-utérine, les ganglions. Il ne faut pas oublier les coupes abdominales pour l'extension des ganglions au-dessus du pelvis et des séquences aussi, ce qui est pas mal de faire, c'est des séquences focus qui sont parallèles,
pardon, qui sont perpendiculaires au corps utérin. Pareil pour l'extension au sein du myomètre. Et enfin, une séquence qui est primordiale, c'est les séquences après injection de gadolinium tardive avec des reconstructions 3D qui sont, à mon avis, les meilleures séquences pour le diagnostic de l'invasion du myomètre. Il existe, je vous en parle après, il existe 2 facteurs pronostiques du cancer de l'endomètre. C'est l'extension au sein du myomètre, plus ou moins de 50%, et l'extension ganglionnaire. Donc en fait, il y a la nouvelle classification FIGO de 2009 qu'il faut connaître. Et nous, en tant que radiologue, le challenge, ça va être vraiment l'envahissement du myomètre. Parce que si on dit pour un type, je vais vous expliquer mieux après, mais pour un type 1, avec une invasion de plus de 50% du myomètre, ils vont devoir faire un curage lombo-aortique de stadification. D'où l'importance de faire absolument le protocole adéquat. Le carcinome endométrial à l'écho, c'est des épaississements du coup de l'endomètre qui sont irréguliers, qui sont hétérogènes, voire nécrotiques, avec une vascularisation. Plus on a un épaississement qui est hétérogène, plus il est gros et plus il est vascularisé, plus c'est suspect. Ensuite, à l'IRM, c'est l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des masses qui sont endométriales, qui sont en signal T2 intermédiaire, en hypersignal diffusion, qui ont un ADC qui est restreint, donc inférieur à 1,2 généralement. Plus l'ADC est bas, plus la tumeur est agressive et plus il faut suspecter un type 2 de l'endomètre. Voilà, donc là, je vais vous donner quelques exemples ici des reconstructions 3D T2. Donc, on a un envahissement ici de moins de 50% du myomètre. Vous faites des belles reconstructions et vous regardez notamment au niveau des cornes et vous mesurez l'épaisseur totale du myomètre et vous faites le pourcentage avec le degré d'envahissement. Voilà une autre, l'importance donc des séquences de diffusion donc pour l'extension locale. Donc ici, vous voyez bien qu'on a une invasion du paramètre, c'est à l'extérieur de la séreuse. Là, ici, des ganglions avec une atteinte pelvienne bilatérale ganglionnaire. Et vous pouvez aussi, si vous l'avez, faire des séquences de fusion entre le T2 et la diffusion qui peuvent vous aider pour l'extension du myomètre. Là, donc c'est un autre stade 1A, donc à moins de 50% du myomètre. On voit une masse au niveau de l'endomètre qui envahit le myomètre, mais à moins de 50%. Ici, on a clairement plus de 50%. Donc là, vous voyez au niveau de la corne, et effectivement, ce n'est pas forcément évident, mais quand on fait le rapport, on a une invasion de plus de 50%. Là, c'est un stade 2 pour l'invasion du stroma cervical. Ici, donc la masse endométriale avec l'extension au niveau du stroma. En diffusion, là, qui nous aide bien quand même à délimiter la masse. Surtout que souvent, il y a de l'hématométrie, ça saigne. Donc, n'hésitez pas avec la séquence de diffusion. N'hésitez pas non plus à faire des séquences de soustraction pour délimiter la tumeur des dépôts ou du sang. Et là, une extension à la séreuse ou aux annexes. Donc attention, si vous voyez une masse endométriale suspecte avec une masse ovarienne, ça peut être soit des cancers qui sont synchrones endométrioïdes, soit un carcinome de l'endomètre qui métastase à l'ovaire, ou l'inverse, un ovaire qui métastase à l'endomètre. Et là, un autre exemple, les ganglions, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, et les paramètres. Ici, une atteinte vraiment stade 4 du rectum ici et de la vessie ici. Alors, on est parfois très embêté lorsqu'on a un utérus arqué au niveau des cornes ou quand on a beaucoup d'adénomiose. Donc, est-ce que c'est moins de 50 ou plus de 50? Donc, il faut vraiment s'aider de toutes les séquences que vous avez. Et si vous avez un doute, donc c'est une discussion de staff et il faut le dire au chirurgien. Le mieux, c'est d'avoir l'IRM et de connaître le type histologique. Par exemple, si c'est un type 2 ou un grade 3, l'invasion en profondeur ne va rien changer à la prise en charge. Elle aura de toute façon un curage ganglionnaire de stadification. Donc, vous ne vous prenez pas la tête. Si par contre, c'est un type 1 et un grade 1 ou 2,
Par contre, là, le souci, c'est que vous allez devoir effectivement vous atteler à bien connaître le degré d'invasion du myomètre. Le traitement, donc, il est chirurgical en priorité, c'est une hystérectomie totale et une annexectomie bilatérale. Et le curage va se faire en fonction de certains facteurs. Donc, comme je vous le dis, le degré d'extension du myomètre, si on a un grade 3, si on a un type 2, si bien sûr vous voyez des ganglions qui sont suspects, et s'il y a une invasion du stroma cervical, ou s'il y a des emboles tumoraux. Voilà, donc là, quand c'est un stade 1, on a 3 degrés de risque. Donc les hauts risques, eux, ils ont directement une lymphodectomie lombo-aortique et iliaque commune, donc pelvienne et plus haut. Donc, je pense que c'est l'un des derniers cas. C'est une patiente de 53 ans qui est ménopausée, qui arrive pour métrorragie. On a un épaississement, elle saigne beaucoup, et du coup, vous faites l'IRM. Est-ce que vous avez une idée? C'est pas gentil, mais je veux qu'en fait, vous essayiez de dire le type histologique, enfin évoqué, bien sûr, il faut juste dire que c'est une hypothèse, mais comme c'est quelque chose d'assez caractéristique, c'est pas mal. Ouais, bravo. Donc effectivement, c'est un carcinosarcome. Donc on a une volumineuse masse qui est polypoïde, qui distend la cavité utérine, notamment dans l'axe crânio-caudal, qui protrude au niveau du col. Donc ça, c'est assez caractéristique des carcinosarcomes, qui est hétérogène avec des zones en hypersignal T1, donc nécrotico-hémorragique. En hypersignal diffusion, je ne vous ai pas montré l'ADC, mais qui restreignait beaucoup. Donc cette image, elle est assez caricaturale d'un carcinosarcome. Donc c'est une lésion qui est mixte et à la fois épithéliale et à la fois donc conjonctive sarcomateuse, souvent liée à une radiothérapie pelvienne. C'est un cancer qui est très agressif, avec un risque hautement de récidive. Donc voilà un autre exemple, donc une distension ici crânio-caudale, une extension qui est transcervicale, un aspect qui est très hétérogène, et l'aspect donc distendu de la cavité utérine. Donc, juste pour vous dire que les sarcomes de l'endomètre, il y en a un autre type, je vais vous montrer tout de suite l'exemple, c'est le sarcome du stroma endométrial qui est pareil, c'est un diagnostic qui peut être piégeant, mais il a certaines formes qui sont caractéristiques, comme celle-là, où c'est une lésion qui, pareil, distend beaucoup la cavité utérine. Il y a des grosses portions kystiques comme là, et des portions qui peuvent être en hyposignal T2. En fait, c'est des tumeurs qui évoluent à bas bris et qui vont s'étendre au niveau du myomètre et qui vont laisser des bandes laisser des bandes fibreuses de myomètre préservées au sein même de la masse. Il y a des gros remaniements nécrotico-hémorragiques et une diffusion avec une haute restriction de la DC sur des portions qui sont tissulaires. Voilà, donc j'ai fini. Donc en conclusion, il faut bien que vous reteniez les différents aspects normaux en fonction de l'âge du traitement des patients. Donc on a vu chez les nourrissons, les prépubères, puis la période d'activité génitale. Ensuite, chez la femme ménopausée, donc vous retenez bien que c'est 5 mm si elle saigne. Après, il faut dire que c'est à partir de 5 mm, ça nécessite des biopsies. Il faut que vous connaissiez aussi les critères bénins, malins pour les épaississements de l'endomètre à l'IRM et à l'échographie. Il faut quand même aussi retenir que globalement, on est très nul dans la caractérisation malin, bénin et on se trompe souvent. Souvent, on dit que c'est bénin, en fait, à la biopsie, c'est malin. Donc, il faut rester humble et pas surseoir à cette biopsie et l'envoyer chez la gynéco. Voilà, connaître le carcinosarcome, c'est une girafe, mais sauf si vous faites beaucoup de pelvis, je pense pas que vous en verrez beaucoup. Et aussi pour la grossesse, ne pas oublier que tant que vous n'avez pas de sac avec un sac gestationnel avec une vésicule vitéline, vous ne pouvez pas parler de grossesse intra-utérine, mais il faut parler de grossesse de localisation indéterminée, l'envoyer chez les gynécos qui fassent une cinétique des bêtas. Parce que ça, c'est important, il ne faut pas passer à côté d'une grossesse extra-utérine. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Le type, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous remets la diapo.
c'est le type histologique, en fait, c'est endométrioïde versus type 1 et type 2 versus type 2 séreux, carcinosarcome. Je remets la. Je ne sais plus où elle est là. Voilà. Donc le type, c'est vraiment le type histologique, endométrioïde, et le reste, le type 2, papillaire, séreux, celluclaire ou carcinosarcome. Et le grade, par contre, on le fait surtout pour l'endométrioïde. Le grade, c'est un grade, c'est une classification qui est histologique. Je pense que c'est sur le degré de mitose, la différenciation cellulaire, là, tout ça, et ils vont définir un grade de 1 à 3. Je ne sais pas si c'est clair. Ah oui, 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 ça symbolise, hein. Surtout si elles ont des saignements. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, c'est un peu au cas par cas. Si elles ont une MAV, c'est vraiment au cas par cas. Moi, généralement, elles ont toutes été embolisées, mais elles avaient des saignements très importants. Les chirurgiens, il faut savoir que les tumeurs trophoblastiques, c'est pas des tumeurs qui s'opèrent, c'est des tumeurs qui se font sans diagnostic histologique tellement ça saigne. Donc, c'est des critères qui sont, vous savez, c'est les critères FIGO de 2014. Donc, c'est sur le dosage des bêta, sur les caractères à l'imagerie, s'il y a des méta ou pas. Donc là, il va y avoir un critère pronostic et un degré de suspicion. Et ils vont mettre du méthotrexate sans diagnostic histologie et sans biopsie. Donc en fait, les embolisations, c'est quand il y a des grosses MAV ou une forte hémorragie, généralement. Je ne sais pas y répondre. Je dirais que oui, mais sans certitude. Après, on avait dit que sur les fibromes, il y avait une incidence. Je sais que les gens qui embolisent disent que non, pas vraiment. Donc, j'avoue que je ne sais pas répondre clairement à cette question. J'ai peur de dire des bêtises. Non. Ah, chez la femme ménopausée. Alors, donc chez la femme, alors déjà le tamoxifène, généralement, c'est pas donné chez les femmes ménopausées, c'est donné chez les femmes non ménopausées. Donc cette question ne peut pas vraiment de sens. Ouais. Ah oui, ça arrive souvent d'ailleurs. Elle a des métroragies, et là on n'est pas sûr, c'est quelqu'un d'assez gros et on est un peu emmerdé par les gaz et c'est intermédiaire. Comment faire? Bah, faut quand même l'envoyer. Moi, je dirais quand même d'abord chez l'hystéro et vous l'envoyez chez gynéco et vous dites: «Je suis désolée, mais je suis pas». Si vous y arrivez vraiment pas, faites-le par voie sus-pubienne. Moi, je trouve quand même on arrive bien à voir, hein. Même si elles ont un panic faites-les boire bien, bien, bien avant, même si elles ont un panicule graisseux, moi je trouve que ça peut vachement nous aider. Mais faites pas d'IRM, envoyez-la d'abord chez la gynéco. Une hystéroscopie, c'est vraiment pas grand-chose. Elles le font en consulte. Elles mettent une petite caméra. Voilà, c'est pas quelque chose de délétère sur ces patientes. C'est bon, il n'y a plus de questions. Bon, si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir clôturer ce cours. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt sur les cours du confinement qui ne sont plus en confinement. Je crois que la semaine Voilà, prochaine, à il y a bientôt. Laredo, le professeur Laredo à 19h. Voilà, je crois que c'est ça la semaine prochaine. Après, je ne connais pas trop le programme. Excellent teasing. Merci Marie. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Aurélien. Qui dit ça?